Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la géothermie sur nappe. Donc la géothermie sous nappe, c'est une des sous-catégories de la géothermie. La géothermie, c'est la technologie qui va permettre de récupérer la chaleur du sous-sol. Il y a plusieurs types de géothermie. Il y a de la géothermie profonde, donc qui va aller chercher de la chaleur au-delà de 200 mètres dans le sol. Sur le Chalonnais, cette ressource n'est pas présente. On peut s'intéresser à la ressource géothermique de surface, donc qui est présente sur l'ensemble du territoire français. On peut définir deux catégories dans cette ressource géothermique de surface. Il y a la géothermie sur sonde et la géothermie sur nappe. La géothermie sur nappe, elle n'est pas possible sur tout le territoire, uniquement aux endroits où il y a une nappe phréatique dans laquelle on va pouvoir aller puiser de l'eau. Cette énergie, tout comme les autres énergies de la famille de la géothermie, elle se base sur le principe que la température va être constante à l'endroit où on vient la puiser. Une installation de géothermie sur nappe est tout d'abord constituée d'un forage. On va prélever de l'eau dans la nappe. L'eau est acheminée jusqu'à une pompe à chaleur géothermique qui est composée d'un échangeur. Au sein de cet échangeur, il va y avoir un transfert thermique entre l'eau à température ambiante qui est prélevée dans le milieu et le milieu à chauffer ou à refroidir. À la sortie de la pompe à chaleur géothermique, le fluide est réinjecté dans le milieu via un second forage. C'est aussi pour ça qu'on appelle ces installations des installations de géothermie sur système ouvert. Les dimensions d'une installation géothermique sur nappe dépendent de la taille de l'installation et de la température recherchée. La taille des tubes peut aller de 10 à 200 mètres de profondeur et ils ont un diamètre entre 10 et 15 cm. Pour une pompe à chaleur géothermique, on a besoin d'1 mètre carré de surface au sol et il faut également 1 mètre carré pour les forages. Il est à noter qu'il est plus intéressant d'installer les forages en dessous des fondations du bâtiment. La durée de vie d'une installation géothermique sur nappe est de 20 à 25 ans. Cela correspond à la durée de vie de la pompe à chaleur géothermique. En réalité, le forage a une durée de vie beaucoup plus importante qui peut aller de 50 à 100 ans. La puissance d'une installation géothermique est de 90 à 500 kW. Donc la puissance, c'est l'énergie qui est produite à un instant T. Cela correspond au débit de l'énergie. Ensuite, on regarde la production qui correspond à la quantité d'énergie qui est produite sur une durée donnée. Donc sur un an, la production d'énergie pour une installation de géothermie sur nappe est située entre 200 et 1200 MWh. Cela correspond à la consommation de 50 à 300 habitants. Un des avantages de la géothermie sur nappe, c'est d'avoir une source d'énergie qui est constante dans le temps. En effet, comme on se base sur la récupération d'une température qui est toujours la même dans les nappes phréatiques, on a cette source de température qui est toujours présente et qui va permettre de produire du chaud ou du froid. Un des avantages de cette technologie, c'est d'être une source d'énergie qu'on peut qualifier de discrète. En effet, à contrario d'autres énergies renouvelables telles que l'éolien par exemple, cette source d'énergie, elle est enfouie dans le sol pour la plus grande partie de l'installation et elle peut également être directement mise sous les bâtiments. La géothermie sur nappe, ça a aussi l'avantage d'être flexible en termes d'énergie qui est produite. Par ça, j'entends qu'en été, on peut produire du froid et en hiver, de la chaleur. C'est aussi une énergie qui est pilotable. En effet, on peut stocker directement la chaleur produite sous le format d'eau chaude dans un ballon d'eau chaude. On a une maintenance qui est limitée et une longue vie des installations. En effet, une fois que le forage est effectué, celui-ci a une durée de vie très importante. Un avantage de la géothermie sur nappe par rapport à la géothermie sur sonde, c'est qu'on a un gain d'échelle sur la géothermie sur nappe. En effet, on peut récupérer plus d'énergie par le biais d'un seul forage, car le volume d'énergie produit dépend du volume d'eau qu'on va venir ponctionner dans le milieu. C'est pour ça qu'on préconise de faire des installations de géothermie sur nappe dans les endroits où c'est possible, plutôt que de la géothermie sur sonde. A contrario, un des inconvénients de la géothermie sur nappe, c'est aussi de n'être possible que sur certaines zones qui sera favorable à la mise en place de cette énergie. Il y a également des problématiques de coût autour de la mise en place d'une installation de géothermie sur nappe. En effet, l'investissement initial pour un forage, il est assez onéreux. La géothermie sur nappe, c'est aussi une énergie qui nécessite une source d'énergie d'appoint pour fonctionner. En effet, on a besoin d'électricité pour faire marcher la pompe à chaleur et du coup, elle est dépendante d'une certaine façon du prix de l'électricité, même si on reste sur des niveaux de dépendance plus faibles qu'un chauffage entièrement électrique. C'est une énergie qui est assez technique. Donc on a besoin d'un bureau d'études et d'un installateur agréé pour le mettre en place. Un des inconvénients sur la filière, c'est qu'il peut y en avoir assez peu.
Dans cet atlas, nous avons réalisé des cartographies pour pouvoir appréhender les potentiels de développement des énergies renouvelables sur le territoire. Tout d'abord, nous avons défini une cartographie initiale qui nous permet de mettre en avant les parties du territoire sur lesquelles nous considérons qu'on va étudier un gisement et les parties que nous mettons de côté. Ces parties-là, c'est les parties sur lesquelles il n'est pas adapté de réaliser des installations de géothermie sur nappe. Ce sont les routes, les voies ferrées, les plans d'eau et également une partie du territoire qui n'a pas été étudiée par le BRGM. Donc le BRGM, c'est l'institut de référence pour tout ce qui touche à la géothermie. On considère que le reste du territoire est hypothétiquement amené à recevoir une installation de géothermie sur nappe. On prend ensuite en compte les interdictions réglementaires pour la mise en place d'une telle installation. Sur cette technologie, il n'y en a pas. Ensuite, nous avons considéré des contraintes sur le territoire, donc des zones où il est plus complexe de mettre en place une installation de géothermie sur nappe. Il y a des contraintes paysagères et patrimoniales. On peut citer les zones de présomption de prescription archéologique, donc qui sont des zones sur lesquelles il faut effectuer des vérifications archéologiques préalables avant de réaliser des ouvrages. Il n'y a pas de contraintes environnementales qui sont ressorties pour la géothermie sur nappe. Cependant, il existe des contraintes techniques ou de contexte. Donc on peut citer les zones non éligibles à des échangeurs fermés ou ouverts. Après avoir pris ces contraintes, nous regardons également les couches de territoire qui ont un fort potentiel. Donc pour ce faire, on va réutiliser l'atlas sur les potentiels géothermiques. Dans cet atlas, le BRGM définit des zones où la ressource est très favorable à la mise en place d'une installation de géothermie sur nappe. Nous avons pu calculer le gisement de géothermie sur nappe sur le territoire. Le BRGM, il ne prend en compte que certains types de nappes sur le territoire, qui sont les nappes les plus importantes. Pour calculer le gisement brut, on va croiser d'une part les potentiels de récupération de chaleur ou de froid sur le territoire, donc qui sont directement liés à certaines caractéristiques des nappes, la température, le débit qui est ponctionnable dans la nappe et également sa profondeur. Et cette grandeur, on la croise avec les besoins en chaleur sur le territoire. Dans la majorité du temps, on a remarqué que c'est les besoins du territoire qui définissent le potentiel, car la ressource qui est disponible au niveau de la nappe est bien supérieure aux besoins réels en chaleur. À partir de ce gisement brut, on va calculer un gisement net, donc qui correspond aux zones favorables sur le territoire, et un gisement à fort potentiel qui correspond aux zones à fort potentiel sur le territoire. Il s'avère que pour cette filière, il n'existe que des zones à fort potentiel et pas de zones uniquement favorables sur le territoire. Le gisement net et le gisement à fort potentiel sont donc égaux. En conclusion, nous obtenons un gisement brut de 463 GWh et un gisement net égal au gisement à fort potentiel de 395 GWh. D'un point de vue technique, on a vu que la ressource en géothermie sur nappe sur le territoire, elle était très importante. Elle est limitée par le besoin réel en chaleur et en froid du territoire. Nous avons donc estimé un gisement qui est très proche des besoins thermiques de l'ensemble des communes sur le territoire qui est concerné par la géothermie sur nappe. Donc il est à noter qu'une étude de cas est nécessaire pour déterminer le potentiel réel au cas par cas pour chaque projet. La programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe les objectifs de développement des différentes énergies renouvelables en France au niveau national, elle donne pour objectif pour les pompes à chaleur géothermiques un doublement de la production par rapport à 2017. Ceci implique un développement fort de la filière, notamment par le biais de la sensibilisation des acteurs locaux à une filière encore peu répandue. La géothermie ne produit que du chauffage. Quelles que soient les conditions climatiques et les variations saisonnières, la chaleur du sol entre 10 et 200 mètres est constante. Elle se situe entre 10 et 16 degrés selon l'altitude et la localisation en France. La chaleur prélevée dans la nappe, elle sert à chauffer le bâtiment et en été, la chaleur prélevée dans le bâtiment, elle est rejetée dans la nappe, ce qui permet de refroidir le bâtiment. La géothermie, au sens large, peut également permettre de produire de l'électricité et ça, c'est le cas pour les centrales géothermiques. La géothermie utilise énormément d'électricité pour fonctionner. Donc, il est vrai que la géothermie utilise de l'électricité pour fonctionner, cependant, il s'agit d'un besoin qui est énergétiquement réduit. En effet, pour 1 kWh électrique qui est consommé, la pompe à chaleur va produire en moyenne 4 kWh de chaleur. On est donc 4 fois plus économe en énergie que si on utilisait un chauffage électrique classique. La géothermie n'est possible que dans les zones volcaniques ou les pays chauds. Sa version haute température que l'on peut avoir en tête avec de grandes canalisations et des jets de vapeur est effectivement réservée aux zones géologiquement actives. La géothermie de surface peut être pratiquement utilisée partout en France
et elle fonctionne à des températures inférieures à 30 degrés. Ceci la classe comme une des sources d'énergie géothermique à basse température. Tout d'abord, la collectivité peut être facilitatrice, c'est-à-dire qu'elle va soutenir le développement des projets. Cela peut passer par le biais d'une communication locale, le développement de ressources partagées ou la création d'une structure d'accompagnement. La collectivité peut également être contributrice, c'est-à-dire qu'elle va s'engager dans le développement d'un projet. Pour cela, elle peut mettre par exemple à disposition son foncier. La collectivité peut également être investisseur. Elle peut par exemple porter un projet en propre afin de réaliser une installation de géothermie sur nappe sur un de ses bâtiments. Enfin, la collectivité peut être incitatrice, c'est-à-dire qu'elle peut initier une politique de développement des énergies renouvelables et également mettre en place des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets. Tout d'abord, la préétude, une analyse des besoins énergétiques et du potentiel géothermique sur la zone potentielle pour le projet. Ensuite, une phase de programmation. Dans cette phase, un dossier de subvention pourra être effectué pour la partie étude, réaliser celle-ci et définir le programme de construction. On a ensuite la phase de conception, dans laquelle on choisit le maître d'œuvre, on fait les études de conception et un dossier de subvention est remis à l'ADEME. Une fois la conception réalisée, on a une phase d'autorisation. Donc cette phase est très importante pour la géothermie car les autorisations pour les forages sont une des étapes clés pour développer un tel projet. Les travaux sont ensuite réalisés lors de la phase de réalisation et ensuite la phase d'exploitation peut commencer. Les coûts d'investissement de la géothermie sur nappe sont estimés à 1 300 € du kilowatt. Pour chauffer une surface d'environ 100 m², cela correspond à un coût entre 15 000 et 20 000 €. Ces coûts d'investissement sont composés de différentes catégories, notamment le forage géothermique, la pose des capteurs, ensuite l'achat de la pompe à chaleur géothermique et du réseau de distribution de chaleur dans le bâtiment. Une fois l'investissement et l'installation de géothermie réalisés, il y a des coûts de fonctionnement annuels à prendre en compte. Donc ceux-ci sont égaux à 49 € du mégawattheure produit. C'est l'électricité qui pèse le plus sur ces coûts, mais il y a également de l'entretien et de la réparation des installations, de la maintenance. Également, il y a des coûts éventuels qui peuvent être liés au traitement de l'eau. Une fois les coûts d'investissement et de fonctionnement établis, on peut calculer le LCOE. Cet indicateur, il permet de comparer les différentes énergies entre elles et il est égal à 95 € du mégawattheure pour la géothermie sur nappe. On peut également regarder le temps de retour sur investissement. Ce temps de retour sur investissement est compris entre 8 et 13 ans pour la géothermie sur nappe, ce qui est relativement rapide. Comme sur les autres types d'énergie renouvelable, il existe des mécanismes de soutien qui permettent de développer plus rapidement la géothermie sur nappe. On a tout d'abord des aides aux études. Il en existe deux types. Tout d'abord, il y a un accompagnement technique qui est disponible de la part du département par un chargé de mission énergie renouvelable thermique. Et il y a également des aides aux études de faisabilité, plus des aides au forage de reconnaissance si nécessaire qui sont proposées par l'ADEME. Il y a aussi des aides à l'investissement. Pour les productions supérieures à 25 MWh par an, on rentre dans le cadre du fonds chaleur ADEME. Pour les productions plus petites, il est possible d'obtenir des primes énergie par le biais des certificats d'économie d'énergie. Prêt à vous lancer ?